Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une question vraiment centrale. Comment est-ce qu'on peut protéger plus efficacement les personnes les plus vulnérables face à l'exploitation sexuelle? Et pour y répondre, on va analyser une proposition de politique publique assez précise, ce qu'on appelle le cadre dignité qui vient du programme LFL 2027. Alors, pour bien comprendre la logique de cette proposition, il faut partir de la question fondamentale qu'elle pose. Et cette question, la voici. Est-ce que les lois qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'elles suffisent vraiment à protéger les gens de l'exploitation sexuelle? C'est vraiment ça le point de départ de toute la réflexion. Et là, on arrive au premier constat, qui est assez surprenant en fait. Le problème principal, selon les auteurs de ce cadre, ce n'est pas qu'il manquerait des lois. Pas du tout. Le vrai souci, ce serait plutôt un problème de coordination. Un défi de coordination entre tous ceux qui sont censés agir et protéger. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Les analyses de terrain, qui sont à la base de ce projet, montrent que quand il y a un échec de protection, c'est très souvent à cause de ça. On a d'un côté la justice, de l'autre la police, puis la santé, les services sociaux, et en fait, il y a une sorte de fossé entre eux. Ils ne se parlent pas assez ou pas assez bien, et c'est justement ce manque de lien, de passerelle, qui crée des failles béantes dans le système de protection. Donc, face à ce problème de coordination, la réponse qui est apportée, c'est ce fameux cadre dignité. Et l'idée, c'est important de le souligner, ce n'est pas de tout jeter et de tout recommencer à zéro. Loin de là. L'objectif, c'est de prendre ce qui existe déjà et de le faire fonctionner beaucoup, beaucoup mieux, de le rendre plus efficace. Ce cadre, il est construit autour d'un triple objectif. D'abord, et c'est le point de départ, protéger de manière inconditionnelle les mineurs et les personnes vulnérables. Ensuite, deuxième objectif, réduire concrètement sur le terrain la violence et l'exploitation. Et enfin, troisièmement, affaiblir les systèmes, qu'ils soient humains, numériques ou financiers, qui tirent profit de cette exploitation. Et ce qui est vraiment crucial à comprendre, c'est que ces trois objectifs sont liés. On ne peut pas en attendre un sans travailler sur les deux autres. Ok, mais alors en pratique, comment ça se traduit tout ça? Le cadre est structuré autour de 5 grands piliers d'action. Ces 5 piliers, les voici. D'abord, la protection des mineurs. Ensuite, la lutte contre les réseaux d'exploitation. Troisièmement, la création de ce qu'on appelle des parcours de sortie. Quatrièmement, la coordination des acteurs clés, on y revient. Et enfin, le 5e pilier, une évaluation continue. Alors on va commencer par le tout premier parce que c'est vraiment la priorité absolue de tout le dispositif. Le premier pilier, c'est simple. C'est la ligne rouge à ne jamais franchir. La protection absolue des mineurs. C'est présenté comme étant non négociable. Ça veut dire que cette priorité passe avant absolument tout le reste. En gros, n'importe quelle action, n'importe quelle politique dans ce domaine doit d'abord être jugée à l'aune de cette question. Est-ce que ça protège efficacement les enfants? Sinon, on revoit la copie. Le deuxième pilier, lui, il s'attaque au nerf de la guerre, l'argent. Le modèle économique de l'exploitation. La stratégie est très claire, on cible les flux financiers des réseaux criminels. L'idée, c'est de les frapper là où ça fait mal, au portefeuille, en saisissant et en confisquant leurs profits. Le but final, c'est de désorganiser ces réseaux sur le long terme et de rendre l'exploitation beaucoup moins rentable et surtout beaucoup plus risquée pour eux. Ensuite, le troisième pilier. Celui-ci se concentre sur la création d'alternatives réelles et concrètes pour les personnes. C'est ce qu'on appelle les parcours de sortie. L'idée, c'est de proposer un ensemble de solutions. Un logement stable, un accès aux soins, un vrai soutien social. Tout ça pour une raison simple, réduire la dépendance économique. Parce qu'on sait que c'est souvent cette dépendance qui piège les gens et les maintient dans des situations d'exploitation. Le quatrième pilier, là, on revient directement au problème de départ, la coordination. La solution proposée est très pragmatique. Établir des protocoles locaux, noir sur blanc, clairs et formalisés. Le but, c'est que tout le monde sache exactement quel est son rôle. Qui doit sonner l'alarme? Qui est chargé d'évaluer la situation? Et surtout, qui a la responsabilité finale d'assurer la protection? L'objectif est simple, boucher les trous pour que plus personne ne puisse passer entre les mailles du filet. Et on arrive au cinquième et dernier pilier, qui est peut-être l'un des plus novateurs, l'évaluation. Ici, l'idée est d'utiliser des indicateurs publics pour mesurer ce qui se passe réellement sur le terrain. On ne se contente pas de belles paroles, on mesure. Et si une politique ne donne pas les résultats attendus, on l'ajuste ou on la change. C'est un principe de responsabilité qui est vraiment intégré au cœur même du projet. Bon, tout ça c'est la théorie. Mais qu'est-ce qui est censé rendre ce cadre crédible et surtout réalisable en pratique? Il y a une phrase, tirée directement des documents, qui résume parfaitement l'esprit du projet. On leur pose la question, est-ce que ce cadre crée de nouvelles lois? Et la réponse est très directe. Non. Il vise à améliorer l'application, la coordination et l'évaluation des dispositifs actuels. Tout est dit. Et cette approche est vraiment au cœur de la méthode. Plutôt que de se lancer dans la création de nouvelles lois, ce qui risque toujours d'ajouter des couches de complexité juridique, l'accent est mis ailleurs.
L'objectif principal, c'est de prendre le droit qui existe déjà et de l'appliquer de manière cohérente et coordonnée. En d'autres termes, on cherche à mieux utiliser les outils qu'on a déjà sous la main. Un autre point très concret, c'est la question du financement. Comment on paie pour tout ça ? La proposition avance un mécanisme assez innovant. Une partie de l'argent des criminels, les avoirs qui sont saisis et confisqués au réseau, serait directement réinvestis. Pour financer quoi ? Justement les programmes de protection et les parcours de sortie. C'est une sorte de boucle. L'argent du crime est utilisé pour réparer les dégâts causés par le crime. On va revenir un instant sur ce pilier de l'évaluation parce qu'il est vraiment central. Mesurer pour mieux protéger, c'est l'idée. Le concept clé ici, c'est un engagement total envers la transparence, avec des résultats qui seraient publics et mesurables par tout le monde. Et pour que ce ne soit pas juste un vœu pieux, un tableau de bord public est proposé. Regardons quelques exemples d'indicateurs. On ne parlerait plus d'intention, mais de faits. Par exemple, on mesurerait le nombre exact de mineurs identifiés et mis en sécurité. Ou alors, un indicateur très parlant, le pourcentage de personnes qui, après être entrées dans un parcours de sortie, ne retournent pas à l'exploitation au bout d'1 an puis de 2 ans. On mesurerait aussi le nombre de réseaux démantelés et le volume d'argent saisi. Ce sont des chiffres plus concrets. Alors, une précision importante est apportée sur ce point. L'objectif de collecter toutes ces données, ce n'est absolument pas de ficher ou de surveiller les individus. Le but, c'est de diagnostiquer le système, d'identifier ses faiblesses pour pouvoir les corriger. La vie privée serait bien sûr respectée, notamment en utilisant des données globales, agrégées ou rendues anonymes. Et pour être sûr que le système ne se fiche pas et qu'il continue de s'améliorer avec le temps, le cadre propose un mécanisme qu'il nomme la clause de révision. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une garantie que la politique sera régulièrement réexaminée et adaptée. En gros, rien n'est gravé dans le marbre, on s'adapte en fonction de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, sur la base des résultats et des retours du terrain. Et tout cela nous amène finalement à la question de fond que pose cette proposition. Une question qui va au-delà de ce seul sujet d'ailleurs. Et si, au fond, la politique la plus efficace, c'était tout simplement celle qui accepte de se soumettre à une évaluation publique, transparente et honnête ? C'est une réflexion assez puissante sur la place de la responsabilité et de la performance au cœur même de l'action publique.